Voilà, bon bah bonjour à tous. Donc comme je disais, je pense que là on a réglé le problème technique. Alors je vais vous parler donc des cartes mentales. Euh, voilà, c'est comment pouvoir les utiliser en maths avec les élèves, comment les faire, comment les utiliser, les évaluer, donner aux élèves le goût d'en faire et pourquoi surtout, parce que c'est pas juste le but de faire des cartes mentales. Voilà une carte mentale qui va me permettre de me présenter. Donc moi, je m'appelle Annie Trini. Euh, dans ma vie mathématique, du coup, j'ai fait l'école normale. Je suis agrégée de maths. J'ai été prof en prépa pendant plus de 25 ans. Et puis, je suis partie pour créer Maths sans stress, et dans laquelle je m'occupe des gens qui ont des blocages en maths. Et en particulier, je suis psychopédagogue et maintenant je suis coach, auteur et artiste quand j'ai le temps. J'habite à Toulouse, on me trouve aussi sur le web ou sur Facebook. Et actuellement, je crée un centre de formation sur les blocages en maths et sur tout ce qui touche à apprendre à apprendre. Et j'aime beaucoup les cartes mentales. Voilà, ça c'est donc, vous voyez, comment j'ai lu ma carte mentale. Je suis partie de en haut à droite et je l'ai lu dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ça sera tout le temps comme ça que je ferai. Hein. C'est vraiment ma manière à moi. Oui, un petit focus. J'écris donc un livre qui s'appelle Faire des maths avec plaisir et sans stress, où là, du coup, il y a pas mal de cartes mentales sur le programme de seconde. Et il y a quelques années, j'avais écrit un livre sur le langage mathématique. Alors, les cartes mentales, pourquoi c'est intéressant? Ça permet de structurer sa pensée. Voilà, ça c'est vraiment une des premières qualités. Euh, Ça aide à comprendre, du coup, en profondeur les choses, puisque finalement, quand on sélectionne et quand on met dans des endroits les concepts, du coup, ça oblige à les comprendre. On peut utiliser les cartes mentales pour réfléchir, en particulier, du coup, réfléchir dans le contexte ici, ça sera pour faire un exercice de maths. Et ça permet aussi de développer l'esprit de synthèse. Ce qui est souvent une difficulté des élèves, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important dans le cours. Alors, vous allez me dire, tout est important, mais bon, en fait, non, il y a quand même des choses qui sont plus de l'ordre de la culture et des choses qu'on va vraiment utiliser régulièrement. Et les cartes mentales, ça aide aussi à mémoriser. Voilà deux exemples de cartes mentales. Alors, quand je fais un atelier, en général, je laisse aux gens le temps de réfléchir à cette question. Qu'est-ce que les maths développent comme compétences utiles dans la vraie vie? Donc là, c'est un peu compliqué d'avoir une interaction. Donc voilà, je vais vous donner mes réponses, mais je vous invite à y réfléchir parce que c'est une question qui est très souvent posée par les élèves. À quoi ça me sert de faire des maths? Et je ne suis pas sûre que la réponse soit forcément les maths, ça sert à faire des avions, des téléphones, etc. Je pense que c'est intéressant de leur expliquer à quoi ça leur sert dans leur développement de leur personne. Alors, les compétences développées par les maths, du coup, j'ai pensé à l'imagination. Donc, ce qui n'est pas forcément la première compétence à laquelle on pense quand on pense à son cours de maths. Mais bon, l'association Les Maths en scène est quand même là pour montrer que justement, les maths et l'imagination, c'est vraiment lié. Ça développe des compétences d'organisation. Par exemple, quand on fait un calcul, c'est intéressant de s'organiser, de faire des bouts de calcul, etc., de réinjecter. Ça permet de développer le sens de l'analogie et de l'association, des associations. Ça développe l'esprit synthèse. Ça développe aussi l'esprit critique parce que justement en maths, on ne peut pas vous imposer une vérité, hein, tout se démontre. Et ça, c'est vraiment un truc qui pour moi est fondamental. Et ça développe aussi des qualités d'anticipation et de stratégie. Bon, alors vous voyez, cette carte mentale, elle est au-delà du contenu, elle est assez simple. Donc il y a un sujet central et il y a des branches qui partent du sujet central. Et du coup, que moi je lis dans l'ordre des aiguilles du montre en partant en haut à droite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, ça c'est une carte, c'est une structure de carte mentale en fait. J'ai aussi réfléchi à une autre question que je me suis posée et je me pose au quotidien, c'est quelles sont les étapes dans le processus d'apprentissage des maths? Alors là, vous voyez que ma carte, elle est un peu plus compliquée, euh, au sens où il y a des branches et sur chaque branche, il y a un titre. Alors voilà, en général, c'est comme ça que je fais ma carte mentale. Il y a le centre, donc là, c'est processus d'apprentissage des maths, et les différentes branches qui comportent des... Bon là, ça pourrait être des sous-branches, des contenus. Alors, vous allez remarquer que moi, je suis quelqu'un qui, même si j'aime bien dessiner dans une autre partie de ma vie, quand je fais des cartes mentales, je fais peu de pictos, de petits dessins, etc. J'aime beaucoup de mots. Bon, j'aime aussi beaucoup les mots, mais
voilà, après, c'est à chacun de s'en emparer. Donc, si je regarde avec vous cette carte mentale, donc il y a le titre, la branche comprendre. Donc, on voit le vocabulaire, enfin, il faut comprendre le vocabulaire, les notions, les objets mathématiques, les définitions et les objectifs aussi. Pourquoi, par exemple, on va étudier les fonctions? C'est quoi un peu les objectifs? Alors, les objectifs, pour moi, dans le cas de mathématiques, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre les maths et pour pouvoir faire des maths? Mémoriser, hein, bien sûr. Si on n'apprend rien, après, c'est un peu compliqué. Donc, mémoriser en particulier les définitions, les formules, les propriétés. Il faut s'entraîner. Ça aussi, c'est un truc très important, comme on s'entraîne au sport ou comme on s'entraîne en musique. S'entraîner, c'est faire des calculs, s'entraîner à appliquer un théorème, s'entraîner aussi à lire un énoncé, puisqu'il y a tout un langage derrière. Il faut réfléchir bientôt. Alors, réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça, c'est aussi tout un thème dont je ne parlerai pas trop aujourd'hui, mais sur laquelle j'ai beaucoup de... Enfin, j'aime beaucoup parler de ça et j'ai beaucoup de choses à dire. Du coup, réfléchir, en gros, il y a chercher, imaginer, inventer, se tromper, essayer, s'inspirer aussi d'autres exercices. Attention à ne pas refaire, mais s'inspirer, c'est assez subtil comme nuance. Et après, il y a rédiger. Ça, rédiger aussi, c'est souvent un truc qui est laissé de côté par les élèves qui considèrent que ça sert à rien. Néanmoins, c'est fondamental. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant dans une... Donc si je reviens maintenant, si je me mets en position méta sur cette carte mentale, vous pouvez remarquer, bon, même si le PowerPoint s'y prête, qu'en fait c'est en format paysage, donc ça c'est ultra important de le faire en format paysage. La raison, c'est que le champ de vision est plus large que haut, donc quand on a la carte mentale sous forme de format paysage, on englobe toutes les informations, ce qui permet de faire des liens entre, par exemple, ce qu'il y a en haut à droite et ce qu'il y a en bas à gauche. Par exemple, ici, on pourrait remarquer que rédiger, ça va être vraiment lié aussi aux définitions et souvent la rédaction d'un théorème, elle va reprendre la façon dont le théorème a été exprimé dans le cours. Par exemple, si c'est le théorème de Pythagore, il y a ABC étant un triangle rectangle, on a, etc. Donc, quand l'élève va rédiger, il va apprendre le même modèle. Donc, on peut faire des liens, en fait, qu'on ne peut pas forcément faire si c'est écrit de manière linéaire. Bon, vous remarquerez aussi qu'il y a des couleurs. Et moi, je fais mes cartes mentales à la main. Donc ça, c'est... Je sais pas, il y a plusieurs écoles. Je sais pas si c'est vraiment important. Pour moi, c'est important de le faire à la main quand même. Mais peut-être que certains élèves seront plus à l'aise avec des logiciels. Donc, je vous montrerai aussi une carte faite avec un logiciel. Par contre, il y a des couleurs et ce serait pas mal aussi d'utiliser un peu toujours les mêmes codes couleurs pour aider à la mémorisation. Alors, comment s'y prendre pour les créer? Déjà, il faut vraiment décomplexer les élèves et vraiment leur dire que les cartes mentales, c'est personnel. D'accord? Donc, on peut regarder, échanger les cartes mentales, en parler, mais je pense que c'est pas une bonne idée d'imposer quelque chose. Enfin, c'est vraiment il faut vraiment que l'élève comprenne que c'est pour lui et que ça lui sert à lui. Donc, si c'est pas, par exemple, rigoureux, s'il manque des trucs et tout, du moment que ça va l'aider, c'est pas grave. Alors, on utilise des abréviations, on peut mettre des dessins, des pictos, des mots barrés, ça c'est pas mal aussi, hein, quand on veut, pour exprimer le contraire, plutôt que si le cerveau il voit écrit un mot, même s'il y a ne pas devant, il va pas voir la négation. Donc le fait qu'il soit barré, ça c'est plus parlant. Il faut aussi comprendre que théâtre mental, c'est un objet, hein, c'est un work in progress. C'est tout le temps à améliorer en fonction des nouvelles notions qu'on voit, en fonction des utilisations qu'on en fait, de sa connaissance qui évolue. Il y a des choses qui vont plus nous servir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément vouloir en faire un objet extrêmement formel et définitif. Il vaut mieux que ça reste, même si ça doit être propre, parce que sinon c'est pas utilisable, plutôt un objet un peu informel. Du coup, comment on peut introduire les cartes mentales en cours? Bon, déjà, je pense que le professeur est quand même très modélisant, donc ça peut être chouette aussi de présenter des choses sous forme de cartes mentales. Donc d'utiliser, si c'est quelque chose qui vous parle, de l'utiliser. Par exemple, vous allez entamer un nouveau chapitre. Bon, vous pouvez faire le plan du chapitre sous forme de carte mentale ou détailler il y a certains théorèmes qu'on peut aussi mettre en carte mentale. Enfin, voilà, utilisez les cartes mentales vous-même pour présenter des choses. Ensuite,
le prendre au sérieux, ça veut dire aussi laisser du temps aux élèves en cours pour faire une carte mentale. Donc peut-être qu'à la fin à la fin du cours ou au début du cours d'après, laisser quelques temps pour faire un petit récap de ce qu'on a fait au dernier cours, par exemple, sous forme de carte mentale. Commencer comme ça un cours, de toute façon, c'est très intéressant pour remettre les gens dans le bain. Je pense que ça peut être intéressant alors de les faire, de demander aux élèves de présenter leurs cartes ou alors de les faire faire en groupe, enfin d'avoir une sorte de discussion et d'expliquer pourquoi eux ils ont choisi de mettre ça et pas ci, etc. Et on peut aussi peut-être, au lieu de faire une interro de cours sous forme classique, la faire sous forme de carte mentale. Alors je disais tout à l'heure qu'il fallait pas évaluer la carte mentale. Bon là, on pourra évaluer peut-être le contenu. Enfin bon, c'est quelque chose à imaginer. Mais en tout cas, voilà, que les cartes mentales, ça devienne vraiment une façon de communiquer entre élèves et avec le prof. Donc là, je vous présente une carte mentale faite avec un logiciel qui s'appelle EatMind, qui est en partie gratuit. Et, euh, et du coup, bon, là, on peut pas mettre des choses sur les branches comme je vous montrais, mais voilà le concept, c'est sujet principal et sous-sujet, etc. Je vais vous proposer deux, deux méthodes ou deux méthodes pour faire les cartes mentales. Et sachant que c'est pas exhaustif et que bien sûr, il y a après, encore une fois, c'est chacun qui s'en empare. Il y a une méthode qui est pas mal et qui aide aussi à comprendre, enfin en tout cas que moi je privilégie, c'est les 5 questions. Les 5 questions pour comprendre. Donc voilà sous forme de carte mentale. Alors cette carte mentale, elle a été faite par une graphiste, et donc pas par un logiciel, hein, mais à la base, du coup, elle était faite à la main. Donc les 5 questions pour comprendre, c'est quoi, d'où, avec quoi, comment et pourquoi, en 2 mots. Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc là, j'ai décliné un peu les questions pertinentes pour le cours de maths. Donc quoi, c'est vraiment comment je peux l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien. Bon, typiquement, là j'ai encore fait ça hier avec un élève de seconde. Voilà, qu'est-ce que c'est un vecteur et, euh, et ça, c'est vraiment fondamental d'avoir des réponses à ces questions. Et il y a vraiment le jeu entre comment moi je le vois de manière informelle, comment je peux l'expliquer avec les mains, et la définition rigoureuse du cours. Bon, bien que pour les vecteurs en seconde, il n'y a pas vraiment une définition rigoureuse, mais bon. Et comment je sais dans un exercice aussi que j'avais à avoir affaire à cet objet mathématique. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, de toute façon, dans toutes les cartes mentales, ça doit être le point clé. Alors d'où, ça peut être dans l'histoire des mathématiques et ça peut être pertinent, mais je pense aussi que c'est intéressant de voir quels sont les autres chapitres utiles pour ce cours. Donc par exemple, on commence à faire les vecteurs, voilà, donc, je suis un peu omnibulée par ce thème, et du coup, ben, dans tous les autres chapitres qu'on a fait avant, lesquels sont utiles, lesquels ne sont pas utiles, est-ce qu'on aurait pu organiser les choses différemment, quelles compétences mathématiques je vais utiliser. Voilà, du coup, ça permet aussi de faire des liens entre les différents chapitres. Et en même temps, ça sert, quand on pose ces questions et quand on y réfléchit, ça sert à aller les réviser aussi. Par exemple, les vecteurs, c'est quand même pas mal lié aux droites et au parallélisme, donc on peut en profiter pour aller revoir les équations de droite, par exemple, et puis on peut en profiter pour aller revoir les fonctions affines. À quoi ça me fait penser? Alors là, c'est quelque chose aussi, donc ça, c'est pour développer l'imagination et le sens de l'analogie qui vont permettre aussi de faire des exercices et d'être créateur par rapport à ça. Et il faut, enfin, je pense que c'est intéressant d'inciter les élèves à faire des associations d'idées. Bon, typiquement, le mot vecteur, lui, il ne fait pas référence à beaucoup de mots du français, mais il y a plein d'autres mots, par exemple fonction, ça s'utilise en français, suite, triangle, etc. Donc, essayer de les laisser réfléchir là, sur ce thème-là, peut-être une sorte sous forme de brainstorming, pour que soit l'intérêt déjà, c'est d'apprendre à faire des associations d'idées. Alors, ça peut sortir de l'univers des mathématiques. Hein. Les vecteurs, par exemple, on les voit en physique, les forces en physique. Et puis donc, ça permet aussi d'éventuellement de voir s'il n'y a pas des confusions qui vont se mettre en place. Donc, voilà, c'est vraiment développer les associations d'idées. Donc, je surveille un peu l'heure. Oui, bon, je vais un peu accélérer, je crois. Comment? Bon, après, ça, c'est tout ce qui est plus classique, les théorèmes, les propriétés du cours. Et qu'est-ce qu'on va me poser comme question en exercice? Pourquoi?
Donc ça, c'est intéressant aussi, ça permet aussi aux élèves d'anticiper qu'est-ce que ça va être une évaluation et qu'est-ce qu'ils vont faire de cette connaissance et quand est-ce qu'ils vont devoir la mobiliser. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose pour comprendre quelque chose. Et il y a pas mal de situations où on peut utiliser ce canevas pour faire la carte mentale. Voilà, donc typiquement une carte mentale sur les vecteurs. Donc voilà, là j'ai repris quoi, ben il y a un sens, une direction, une longueur, donc c'est à peu près la façon dont c'est défini au lycée, bon avec cette fameuse flèche. Bon, c'est lié au parallélogramme, voilà, donc déjà là ça permet de voir que le parallélogramme c'est vraiment la notion clé dans les vecteurs. Ben, d'où, à quoi ça sert, enfin pas à quoi ça sert, pardon. D'où c'est, j'utilise la géométrie, il faut que je dois savoir ce que c'est un parallélogramme, de savoir ce que c'est les droites parallèles, les figures, les points. Avec quoi, bon, il y a les forces en physique, il y a les translations. On peut aussi se rendre compte que c'est les mêmes formules de calcul que pour les nombres réels. Et donc là, quand on fait cette analogie, ça va décharger la mémoire. Bon, là, dans le comment, j'ai mis les propriétés visuelles. Et puis pourquoi, bon, voilà, par exemple, si je veux montrer que AB est parallèle à CD, je peux utiliser que AB et CD sont collinéaires. Ou si je veux montrer que des points sont alignés, ou si je veux montrer qu'une figure est un parallélogramme, ou parler du milieu. Donc voilà, ça fait un peu le tour des questions qu'on va poser aux élèves. Voilà une autre type de carte mentale qui est construite, enfin une autre carte mentale, pardon, qui est construite justement sur le même modèle. Donc c'est sur les fonctions affines. Alors, vous voyez, on retrouve quoi avec les coefficients M et P. Bon, comme vous êtes tous des matheux, je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, je vais surtout, du coup, juste vous permettre de lire un peu ce qu'il y a, vous lire ce qu'il y a sur la carte. Donc, d'où c'est, voilà, et pour faire parler des fonctions affines, évidemment, il faut connaître les fonctions, il faut savoir ce que c'est les images, les antécédents, les variations, il faut utiliser le calcul littéral, il faut savoir résoudre des équations du premier degré, des inéquations, des systèmes. Donc voilà, là, c'est toutes les compétences qu'on va utiliser dans ce chapitre. Avec quoi? Bon, alors évidemment, on répond à ces questions une fois qu'on a fait le cours. On ne peut pas anticiper. J'ai oublié de le préciser, mais une carte mentale, on ne va pas la construire par anticipation. Du coup, par exemple, les élèves, on peut leur faire remarquer ou les inciter à remarquer que on a pas mal parlé de problèmes de proportion. On a fait de la géométrie, on s'est intéressé aussi à des équations réduites de droite. Voilà, après comment, il y a typiquement calculer le coefficient directeur, étudier le signe, étudier les variations. Donc voilà, là j'ai résumé un petit peu ces choses. En fait, vous voyez, en le relisant ma carte, je pense que j'aurais dû rajouter calcul de P. Voilà, j'ai juste mis calcul de M, mais voilà, par exemple, moi j'aurais mis calcul de P en plus. Alors, donc, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est voilà, comment on peut construire une carte mentale. Alors, pour les non-mathématiciens qui écoutent, et merci à eux, les 5 questions pour comprendre, les questions là, quoi, d'où, avec quoi, comment, question. Alors, question, ce serait pourquoi. On peut les utiliser pour tout. C'est pas réservé aux maths. C'est vraiment, alors ça, c'est issu de la gestion mentale. C'est vraiment les questions qu'on doit se poser pour comprendre quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de l'adapter à votre discipline. Voilà. Donc moi, là, je les ai vraiment adaptés dans le cadre mathématique, mais on peut parfaitement les adapter à l'histoire, à l'anglais, enfin, à toutes les disciplines. Et bien sûr, les cartes mentales, on peut les construire aussi dans toutes les disciplines. Ok, donc voilà un autre exemple de carte mentale. Alors là maintenant, je vais vous proposer une autre manière de construire une carte mentale qui sera plus par, alors j'ai mis par utilisation, technique, question en exercice. Donc ça, c'est peut-être plus pour tout ce qui va être les outils mathématiques. Alors typiquement, j'ai mis équation technique. Voilà, comment on résout une équation. Alors, c'est dans le programme de seconde, donc ça concerne les équations du premier degré et les équations produit nul et quotient nul. L'intérêt de cette carte mentale, c'est par exemple que c'est important de savoir ce qu'on sait et de savoir ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Par exemple, un élève doit savoir quel genre d'équation il sait résoudre. Et il ne va pas passer du temps sur une équation qu'il ne sait pas résoudre. Bon, en seconde, on ne sait pas résoudre une équation du second degré, sauf si elle est
présenté sous forme de produits nuls. Donc ça, c'est important qu'ils se rendent compte de ça. En fait, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à outils et comment j'utilise mes outils. Donc là, j'ai fait une carte mentale où je mettais donc premier degré, produit nul, quotient nul. Et alors là, je l'ai mis un peu à part, donc vous pouvez aussi vous en voir. Ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter dans une carte mentale. C'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au... ça peut être une remarque, une réflexion, quelque chose qui chapeaute, une sorte de bulle à côté de la carte. Là, j'ai mis savoir ce qu'il faut faire. Ben, il faut savoir développer, factoriser, réduire, calculer avec des fractions. Là, j'ai fait une carte mentale dont le thème, c'est questions sur les fonctions. Donc, c'est vraiment quelles questions on va me poser et qu'est-ce que je dois savoir faire sur les fonctions. Et donc, j'ai séparé en tout ce qui va concerner calcul d'images d'antécédents, soit algébrique, soit avec des graphiques, avec un tableau. Donc, voilà, savoir faire un tableau de variation, etc. Et en relisant ma carte mentale, là, en préparant cet entretien, cette conférence, je me suis dit que effectivement, par exemple, voilà, avec un tableau, peut-être je la referais, ou je trouve qu'il manque le mot variation, par exemple. Bon, voilà. Et puis tout ce qui permet aussi de résoudre des inégalités. Donc là, c'est aussi intéressant, ça oblige l'élève à se demander, voilà, ok, j'apprends mon cours sur les fonctions, mais quand est-ce que je vais avoir besoin de ces connaissances et quelles questions on va me poser et qui fasse l'association de quand on lui demande de résoudre une inéquation, il peut aller puiser ces outils dans le chapitre sur les fonctions. Voilà. En fait, c'est vraiment ce qui est intéressant dans les cartes mentales, c'est ce côté visualiser les liens. Voilà. Pour moi, ça c'est le fondamental. Et j'ai envie de dire que l'intelligence, c'est tisser des liens. Et voilà. Et ce qui est important, c'est de développer cette capacité à tisser des liens. Du coup, les cartes mentales représentent bien cette. Ça. Auria me relaye une question du chat, enfin une remarque du chat sur. On pourrait placer dans les 5 questions les situations types où ça va être utile. Oui, complètement. C'est une très bonne remarque. On peut c'est le pourquoi, si vous voulez, on peut le mettre sous cette forme. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est chouette. Bon, je vais vous passer le théorème de Thalès parce que j'ai envie de vous dire d'autres choses. Et j'en avais fait une sur les parallélogrammes aussi. Alors, vous voyez là, les parallélogrammes, c'est simplement qu'est-ce que c'est de manière générale. Et puis, j'avais mis les 3 parallélogrammes types et un petit rappel sur le fait que c'est en lien avec les vecteurs. Donc, voilà quelques idées de présentation de cartes mentales. Alors, avec vos élèves, vous pouvez leur proposer peut-être la structure au départ pour les accompagner. Hein, vous pouvez leur dire, bon, sur ce chapitre, on va peut-être construire une carte mentale avec telle structure. Et sur ce chapitre, on va plutôt construire une carte mentale sur les différentes techniques. Voilà. Peut-être qu'au départ, c'est important on peut peut-être donner les débuts, les branches, quoi, en fait. Tous les élèves, en tout cas au début, vont pas forcément savoir comment s'y prendre. C'est pour ça que je considère aussi qu'il faut donner pas mal d'exemples. Voilà. Après, à la fois une carte mentale, il faut la construire soi-même si on veut que ça serve, mais en même temps, les élèves savent pas le faire et c'est important de leur donner pas mal d'exemples, ce qui va leur permettre de se l'approprier. Comment les utiliser? Parce qu'une fois qu'on a fait une carte mentale, c'est bien joli, mais on ne va pas juste la mettre dans un cahier, c'est important de l'utiliser. Donc moi, je l'utilise pour mémoriser. Voilà, donc le fait même, donc ça c'est un truc à expliquer aux élèves, le fait même de faire une carte mentale, c'est-à-dire de transformer sa connaissance, aide à la mémorisation. Donc déjà, après, ça ne suffit pas, hein, il faut se la rappeler, etc. Mais ça, c'est vraiment un point important. Ça aide aussi à réviser. Mais je crois que je le mets après. Bon, dans la mémorisation, le problème de la mémorisation, c'est l'oubli. Et quand on veut réviser un cours, on peut reprendre la carte mentale qu'on avait fait sur ce cours. C'est plus quelque chose de plus condensé. Bon, ça aide à comprendre aussi, puisque ça permet de répondre aux 5 questions, de synthétiser son cours, de le réorganiser. Et du coup, l'utilisation, ça va être vraiment de la réflexion. Donc, faire ces exercices avec sa carte mentale sous les yeux et chercher les idées dedans. Par exemple, si on reprend la carte mentale sur les fonctions affines, tiens, je vais peut-être revenir en arrière. Hop, hop. Voilà, où je vous disais tout à l'heure, tiens, je trouve qu'il manque le calcul de P. Voilà, imaginons que l'élève, il a ça sous les yeux. C'est important qu'il ait son exercice et qu'il ait ça sous les yeux.
et pourrait, par exemple, la question, ça pourrait être calculer M et P. Il pourrait dire, ah ok, j'ai M, puis il dirait, mince, comment je fais pour calculer P? Donc soit il a compris et il fait P, c'est f de x moins mx pour un x particulier, soit il se dit, mince, j'ai pas ça dans ma carte mentale, faut que je le rajoute. Voilà, c'est aussi en utilisant sa carte mentale qu'on peut l'améliorer. Voilà, donc est-ce que c'est assez clair? Enfin, je sais pas, c'est peut-être il y a des questions là à ce moment sur comment les utiliser. Voilà, en tout cas, inciter, du coup, typiquement en classe, demander aux élèves d'avoir leur carte mentale sous les yeux pour faire leurs exercices. Moi, quand j'ai donné des cours à l'INP, à la prépa des INP, donc niveau ingénieur, j'avais autorisé les élèves à avoir alors je n'avais pas forcément obligé d'être sur une carte mentale, hein, bien sûr, une fiche format paysage avec eux pendant les évaluations, oui, pour, euh, pour faire leurs exercices. C'est intéressant parce que ça, voilà, de voir que ça suffit. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'ils ont des documents avec eux que ça va forcément être plus facile. Du coup, en tout cas, bon, même si c'est pas en évaluation, sinon vraiment réfléchir ce qui est important aussi, réfléchir avec sa carte mentale, excusez-moi. Et ce qui est important aussi, c'est les allers-retours qu'ils vont faire entre j'ai mon énoncé et où je vais chercher les infos dans la carte mentale. À chaque fois qu'ils vont voir leur carte mentale et l'associer, déjà ça va encoder, ancrer dans le cerveau les liens. Et puis, c'est aussi cette idée de j'ai un problème, j'ai des outils, il faut que j'aille les chercher. C'est vraiment ça pour moi, faire des exercices de maths, faire des maths. C'est comment, à partir de ce qui est écrit sur ma feuille ou du problème que je me pose, voilà, quels sont les outils que je vais pouvoir utiliser. Et donc, le faire avec vraiment une espèce de boîte à outils matérialisée par une carte mentale, c'est vraiment intéressant. Ouais. Donc j'ai la question de Mireille. Est-il vraiment important d'appeler cela carte mentale alors que ce sont plutôt des fiches de synthèse puisqu'elles servent surtout pour faire des bilans? Bah, moi, je suis pas. Enfin, c'est une carte mentale. Après, donc, moi, je trouve que autant appeler les choses par leur nom. C'est en fait une fiche de synthèse sous forme de carte mentale. Voilà, c'est deux choses. La fiche de synthèse, c'est une chose, et la carte mentale, c'est la forme de la fiche de synthèse. Il y a plein d'autres formes. Il y a par exemple voilà, on peut le présenter d'autres formes. Alors après, euh, moi là, oui, c'est l'utilisation que je vous propose, enfin que je vous montre, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est plutôt sous des formes de fiches de synthèse, mais enfin, c'est plutôt une utilisation de fiches de synthèse, mais on peut imaginer aussi que l'élève, il peut utiliser une carte mentale pour expliquer son raisonnement. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a réfléchi. Voilà, il est face à un exercice et tiens, première branche, je vais regarder quels sont les mots et puis il note les mots, etc. Donc là, c'est une remarque intéressante. Je vous propose pas d'exemples de cartes mentales qui ne sont pas des fiches de synthèse, mais néanmoins, on peut sans doute, enfin on peut pas sans doute, on peut utiliser une carte mentale pour faire un exercice au sens d'exprimer sa propre réflexion sous forme de carte mentale. Après, si ça vous dérange de l'appeler carte mentale, vous pouvez l'appeler objet graphique ou bon, moi je l'appelle comme ça, mais pour moi c'est quand même ça rentre dans la catégorie carte mentale. Alors, la question aussi qui peut se poser, c'est comment les évaluer au sens comment savoir que la carte mentale qu'on fait ou que les élèves font va remplir son office, hein, c'est-à-dire va leur être utile. Donc, comment savoir que la carte mentale que j'ai fait sur le cours sur les fonctions, elle est bien, c'est bien une carte qui va me servir. Du coup, justement, déjà, il y a tout ce côté, je compare avec le cours et je vérifie que les informations y sont. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Et aussi, c'est intéressant de faire, par exemple, moi, j'utilise les cartes mentales quand je dis aux élèves, après le cours, chez vous, vous faites un récap du cours. Voilà, ils le font sous forme de carte mentale. Donc, c'est aussi une manière, ils vont prendre l'habitude de faire sous forme de carte mentale. Après, on peut même prendre des notes sous forme de carte mentale. Donc, voilà, ils rentrent chez eux, ils disent, tiens, aujourd'hui, on a les cours sur les fonctions. Pof, ils se font une carte mentale. Et après, ils comparent avec soit celle qu'ils avaient fait avant, soit les informations qu'il y a dans le cours. Ça va les aider à se tester sur la mémorisation. Alors, pour la mémorisation, il y a d'autres trucs. Par exemple, on peut aussi faire une liste de questions et mettre des réponses. Ou on peut prendre une éval de cours que le prof a donné, ou le prof peut donner des questions
des questions à se poser pour vérifier qu'on a compris son cours, et il peut regarder est-ce que ma carte mentale, elle me permet de répondre à ces questions. Une carte mentale, c'est aussi c'est un peu, moi je le vois aussi comme des portes d'entrée vers les connaissances qui sont dans le cerveau. Hein. Donc la carte mentale, ça résume pas le cours non plus. C'est juste des mots clés qui vont permettre d'accéder à la connaissance qu'il y a dans son cerveau. Et on retrouve bien cette structure la structure de l'information dans les neurones qui va d'un neurone à l'autre. On peut échanger ses cartes mentales ou la faire lire à quelqu'un d'autre et puis voilà, voir si il trouve qu'il y a des choses qui manquent ou pas. Mais c'est surtout faire des exercices avec qui va permettre de savoir si elle est utile ou pas. Et du coup, est-ce qu'on s'en sert? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la façon de voir si la carte mentale. Pour moi, c'est la façon d'évaluer une carte mentale. Bon, je vois que l'heure tourne. Bon, alors là, je vous avais montré, donc ça va peut-être pas super bien passer à l'écran. Voilà, ça, j'avais écrit, ça, c'est des cartes mentales, quelques cartes mentales que j'ai écrites sur le programme de terminale. Bon, S à l'époque, il faudrait que je les mette à jour. Je pense pas que c'est tellement changé. Sur les suites. Voilà, donc là, il y avait les généralités sur les suites. Alors, bon, je pense qu'à l'écran, ça paraît un petit peu petit et dense, mais parce que, encore une fois, moi aussi, je mets beaucoup de mots. Mais voilà, ça, c'est un exemple de carte mentale. Donc, y compris, moi, je fais aussi des cartes mentales, et là, je suis en train de faire un bouquin pour les prépas avec plein de cartes mentales. Donc, on peut le faire à tous les niveaux. Bon, c'est encore des cartes mentales de récap de cours. Mais voilà, j'en avais fait un sur la récurrence avec peut-être plus les étapes, etc. Alors là, bah tiens, voilà, une carte qui n'est pas sous forme de carte mentale comme je vous ai présenté, qui sont les cartes centrées, même si elle est un peu centrée, celle-là, c'était une réflexion sur la géométrie, sur les nombres complexes et les trois univers, le plan, R carré et puis C, et que on pouvait passer d'un univers à l'autre et comment, etc. Et en fait, j'avais vu une phrase, donc c'est pas de moi, mais c'était quand on peut représenter une connaissance sous forme graphique, c'est qu'on l'a compris, ou inversement, si on n'arrive pas à dessiner ou à représenter graphiquement sa connaissance, c'est qu'on l'a pas compris. Donc voilà, c'est aussi intéressant de se dire, voilà, après, une fois qu'on a l'habitude de faire ça, on est beaucoup plus créatif. Donc là, je vous ai montré que les trucs assez centrés. Mais par exemple, pareil, j'en avais fait une sur les équations du second degré, donc je l'ai pas là, ou avec un delta, et en fait, c'était les trois formes, forme canonique, forme factorisée ou forme développée, comment on passe de l'un à l'autre, etc. Donc, ça représentait vraiment ces connaissances, mais sous une forme plus active. Voilà, là, j'en ai fait une sur le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, je sais pas trop ce que ça donne. Et bah, il reste pas de temps, on va dire que non, il reste pas de temps. Donc, voilà, j'ai fini ma présentation. Bon, j'espère que ça vous a plu. Donc, Ouria, s'il y a quelques questions, je peux y répondre. Si on a... Oui, donc j'ai une question pour toi. Donc, pensez-vous que, donc de Xavier Grand-Jaco, pensez-vous que c'est plutôt plus adapté pour les élèves en difficulté que pour ceux qui sont à l'aise? En spécialité maths, en première terminale, on a finalement peu de temps d'en parler. Oui, non, je pense que c'est adapté pour tout le monde. Après, il y a des gens qui aiment pas du tout. Enfin, il faut aussi que, comment dire, il y a des élèves qui sont réfractaires à ça, hein, donc faut pas non plus les forcer. Mais dans ce cas-là, faut trouver une autre façon un autre outil graphique avec eux, ou une autre façon de synthétiser. On n'a pas le temps d'en parler. Ben oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est fondamental. Donc, fondamental de parler de comment on apprend le cours, etc. Et comment on se l'approprie. On pourrait imaginer qu'en terminale, les élèves ont les méthodes d'apprentissage. Bon, donc ça, c'est dans un monde idéal. Bon, dans la réalité, c'est pas le cas. Peut-être vous pouvez prendre 1 heure ou 2 heures au début de l'année pour en parler et en faire avec eux, et sans spécialement les faire avec eux après, mais leur proposer, vous, de leur faire cours en disant, bah tiens, voilà, la carte mentale et de proposer vos propres cartes mentales. Et peut-être de temps en temps, quand il y a un exercice, par exemple, une utilisation super intéressante, c'est une fois qu'on a fait un exercice, qu'est-ce qui nous a appris et qu'est-ce qu'on a utilisé, etc. Donc on peut demander aux élèves, à la fin d'une séance de TD ou d'un exercice, de faire une carte mentale sur l'exercice, avec un petit canevas. Et ça peut aller très vite, hein, il ne faut pas forcément la faire super chiadée. On peut prendre 3 minutes, juste on représente sa connaissance comme ça. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Oui. Bon, je te remercie beaucoup, Agnès. Ben, je vous remercie tous et toutes. Et puis, donc, on va pouvoir passer à la prochaine, au prochain atelier. Merci Voilà, beaucoup, merci Agnès. beaucoup et merci Auria. Au revoir à tous. Au revoir.